Voilà, il est exactement 12h35. Tous nos confrères et notre consoeur est là. Enfin. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que j'ai un agenda de ministre, vous le savez, monsieur Zandronis. Je sais que tu es ministre depuis longtemps. Mais vraiment, j'avais envie de partager avec mes confrères, particulièrement Jacques Dancal et Olivier L'Ancien. Ah, même pas avec moi. Un peu moins avec vous, mais en tout cas. Mais toujours. J'ai compris quand tu n'es pas venu pour moi. Non, merci de m'avoir invité. Et il est important que nous partagions aussi avec les téléspectateurs, les auditeurs et plus notre point de vue. Nous sommes dans un boucantage médiatique. Bon, c'est le 2e numéro. On essaie de tenir ça au moins jusqu'à juillet l'année prochaine. Et chaque vendredi, on prendra chaque fois des journalistes différents pour pouvoir faire. Alors, j'ai 2 piliers. Et il y aura chaque fois un renouvellement. Parfait. Invitez-moi toutes les 3 semaines. Voilà, ça sera fait. Bien, alors salut Olivier. Bonjour. Merci d'être là. Et Jacques, merci d'être là. Alors on commence toujours par voir un petit peu l'actualité de la semaine. Et ça par le biais de vos journaux. Alors la une de Nouvelle Semaine cette semaine, je crois qu'on l'a à la réalisation, mais tu peux nous dire déjà la une de Nouvelle Semaine. Alors cette semaine, bon, évidemment, nous on parle de la croisière parce que c'était l'événement, la rentrée croisière en Guadeloupe avec le MSC, la compagnie qui avait invité la presse pour faire découvrir les nouveaux services. Donc on en parle un peu, c'est un peu un article un peu rêverie pour toutes les personnes qui vont aller en croisière, qui vont découvrir les nouveaux produits. Et puis on a un autre sujet qui est extrêmement intéressant, on parle aussi du pétrole dans la Caraïbe, notamment à Grenade et à la Barbade. Quel est le prix d'un litre de pétrole, d'essence dans ces pays-là, tu sais? Ça dépend. Alors, ils sont en gallons, donc c'est pour ça il faut toujours faire le calcul. Ça fait moins de 80 centimes. Oui. En général, il est moins cher, il est moitié moins. Mais ça dépend même des îles. D'ailleurs. Voilà. Mais ça dépend des îles. Il y en a qui en produisent, comme la Barbade qui produit du pétrole, c'est un peu moins cher. La Curaçao aussi. Trinidad, évidemment, c'est moins cher. Mais dans les autres, ils ont des prix très proches des nôtres, voire même au-dessus, parce qu'effectivement, ils importent. Mais il y a quand même beaucoup de producteurs, on ne le sait pas toujours, beaucoup de producteurs dans la Caraïbe. Voilà, c'était une nouvelle semaine. Alors, on va voir avec Fonsanti. Fonsanti, alors, il y a plein de choses. Alors, par quoi on commence, Nathalie? Écoutez, aujourd'hui, puisque nous, on est un quotidien, donc l'actualité du début de semaine, j'ai presque envie de vous dire que je l'ai oublié. Oui. Mais enfin, pour aujourd'hui, nous, on a évidemment la une qui apparaît, puisque c'est l'Avent, le premier dimanche de l'Avent, c'est le 1er décembre, et ça lance les chantés Noël. Oui, voilà, nous avons emmené notre chanté Noël. Je ne sais pas si on peut le voir à l'antenne. Voilà. On a aussi le MAG qui sort avec le journal du jour. Joëlle Ursule étant une du MAG, elle revient avec un single, elle revient au devant de la scène. Écoutez, elle a choisi de revenir. On a aussi l'équipe. Aujourd'hui, il faut sauver le joueur Mbappé. Parce qu'il y a une antenne poulet. Alors, vous allez demander aux experts du foot. Nous avons aussi, écoutez, nous produisons, nous imprimons Libération avec notre président Macron, qui est face à Notre-Dame, puisque Notre-Dame va rouvrir, et puis Le Monde, puisque vous avez parlé de Barnier qui va peut-être passer ses vacances avec Le Pen, n'est-ce pas, monsieur Zandronis? Donc on verra. Mais en tout cas, l'actualité de la semaine, elle est vraiment ce qui m'attriste beaucoup. C'est l'actualité de Noël, pour l'instant. Oui, l'actualité de Noël, mais en tout cas, de toute la semaine, elle était plutôt axée, malheureusement, sur les violences conjugales, les violences intrafamiliales. Nous assistons à toutes les audiences de correctionnels et je vous avoue que je ne sais pas si on en parle plus, tout à l'heure, mais en tout cas ça augmente. Ça, je suis content que vous soyez là. Alors, parmi les thématiques, alors, je suis obligé de revenir sur le feuilleton. Si on avait l'été en Guadeloupe, je veux dire sur le feuilleton de l'été. Mais comme on n'a pas d'été, sur le feuilleton de l'hivernage, peut-être, Cabana Beach. Alors, je commence par Jacques. Cabana Beach, c'est réglé ou pas réglé, cette affaire? Mais cette affaire-là n'est pas réglée et elle peut difficilement l'être dans la mesure où nous avons quand même une situation un peu compliquée. L'État qui s'est un peu défaussé depuis avec la crainte de mouvements sociaux. La dernière fois, on a vu que l'ordonnance qui impliquait la destruction du restaurant, finalement rien n'a été fait parce qu'il y avait quand même pas mal de soutien sur place. La mairie qui pour l'instant campe sur ses positions.
le propriétaire, lui non plus, ne veut pas céder. Donc, on est dans une situation d'attente un peu compliquée. Bon, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un accident, si jamais quelque chose se passe dans le restaurant, quelqu'un empoisonne quelqu'un. Mais il y a eu l'incendie quand même. L'incendie, oui, mais il n'y a pas de victime. Imaginons qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en matière d'assurance pour des personnes qui sont dans un restaurant, parfois beaucoup de personnes officielles d'ailleurs, qui sont dans le restaurant, qui n'est pas censé exister. Parce que c'est ça, en fait. On se retrouve dans une situation de non-droit. Est-ce qu'il faut que la mairie persiste à vouloir casser parce que ce qui a été prévu, c'était la destruction totale. La destruction totale. Il y a déjà un an quand même. Hein. Et donc c'est embêtant. Donc officiellement, la structure n'existe pas, mais pourtant elle fonctionne tout à fait normalement. Les gens, tout le monde nous consomme. C'est un très bel établissement. Même que des gendarmes vont manger là. Oui, tout le monde y mange. Alors, mais donc ça veut dire qu'il est très beau. Hein. Il a fait une très belle réalisation. Ça anime réellement la plage, mais il y a quand même ce problème de l'environnement. Peut-être qu'il faudra trouver un modus vivendi avec M. Seymour à un moment donné, hein, pour voir est-ce qu'on ne voit pas autrement l'aménagement. Peut-être que ça devient un problème de personne et qu'il faut en sortir absolument. Et il faut aussi que certains évitent de faire de la politique avec ça, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi un combat pour les municipales derrière, puisqu'il est soutenu par l'ancien maire. Bon, donc c'est un peu embêtant. Moi, je crois que quelque part, il faudra savoir raison garder dans cette affaire-là et puis trouver un modus vivendi, peut-être laisser à M. Seymour le temps de changer. Il y a longtemps, mais bien avant qu'il soit au cœur d'une affaire médiatique. Je rappelle quand même que ça dure depuis plus d'un an et demi, presque 2 ans, hein, Olivier Lancien. Presque 2 ans. En novembre de l'an dernier, la destruction du restaurant était déjà prévue, programmée. Elle a été suspendue puisqu'elle avait fait appel de la décision, donc ça avait reculé. Le 5 novembre, en début de mois, il y a eu cet incendie dans les cuisines par un ancien salarié d'ailleurs du Cabana Beach. Donc, quand vous dites est-ce que cette affaire est finie ou pas, non, je ne pense pas. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi une affaire d'ego, puisque dès le départ, il n'a pas le droit quand même de construire ce bâtiment, de faire cette structure. On lui propose un autre endroit qu'il refuse. Donc, l'un dans l'autre, quand on dit que non, on ne veut pas aider les jeunes, on ne veut pas les accompagner, il y a quand même des lois, des règles à suivre. Elles n'ont pas été suivies. Donc là, on est un petit peu dans une impasse. Mais, alors, faut-il ou non détruire? Écoutez, la décision est déjà prise. Oui. Après, là, elle est suspendue. L'État ne bouge pas, c'est quand même curieux, ça. Mais c'est eux, c'est le littoral. Ouais. On a l'impression quand même que... La décision de justice, c'est l'État, enfin, j'ai envie de dire. L'État se défausse. Oui, voilà. L'État s'est défaussé, on laisse... Parce qu'il ne faut pas oublier que le maire de Port-au-Prince est un indépendantiste. Donc, enfin nationaliste en tout cas. Oui, mais en tout cas, elle s'est rapprochée du propriétaire de Cabana Beach pour discuter, puisque cette affaire était déjà là sur l'ancien maire. Oui. Pour trouver une solution. L'ancien maire avait soutenu cette affaire-là, donc il y a derrière avait donné une autorisation. Ouais. Donc c'est assez compliqué. Olivier, est-ce que, moi je pose toujours la question, comment sortir de cette impasse? C'est la discussion peut-être des évolutions de part et d'autre, vraiment se mettre autour d'une table, parce que ça a été dit, il y a le contexte politique qui arrive, les municipales en point de mire, il y a la décision de l'État d'attendre et de voir comment ça se passe. C'est la discussion. Je pense que l'État a suspendu toute action pour le moment. Est-ce que ce n'est pas volontaire? Je me pose la question. Laisser, on laisse ces messieurs des maires des entre eux. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un problème de médiation. Il y a un ami qui a d'ailleurs fait une proposition que je trouve extrêmement intéressante, c'est de demander aux Port-Lusiens ce qu'eux-mêmes en pensent. Il n'est pas sûr que les Port-Lusiens soient d'accord pour que la structure reste sur la plage dans cet état-là et qu'ils ont envie de paix. Parce que la question qu'on se pose aussi, c'est si jamais quelqu'un d'autre se dit, mais finalement, moi aussi, je peux venir sur la plage, on va lui dire non. On va lui dire, mais il va dire, mais finalement, on a laissé un tel. Donc le problème se pose. Alors voilà, peut-être qu'il faut demander aux Port-Lusiens leur avis. Hein. S'ils disent, mais écoutez, ça ne nous gêne pas, alors peut-être que le maire pourra se mettre derrière cette idée-là. Parce que le maire a sorti un communiqué, voilà. vous avez dû le voir, pour l'affaire dite du Cabana. Donc il n'y a pas d'affaire là. Non, c'est vrai qu'il n'y a plus d'affaire, puisqu'il y a une décision de justice. Qui est tombée déjà. Mais il n'empêche que, comme on n'en sort pas, c'est pas la première fois que ce problème se pose, on n'en sort pas. Parce qu'il dit, face à une campagne de dénigrement injustifiée et un déferlement d'action sur le terrain via les réseaux sociaux et les médias. Vous vous sentez concerné, les médias?
Personnellement, on est resté... rien écrit là-dessus. Non, mais par contre, on est plus. resté factuel. Ouais. On a donné la décision de part et d'autre. On a assisté à l'affaire de justice, enfin en correctionnel, à cette affaire. On a donné la parole d'un côté comme de l'autre, que ce soit la mairie, que ce soit la justice et le propriétaire. Donc j'ai envie de vous dire, nous, on a fait notre travail. Mais quand vous dites que non, on est dans une impasse, non, cette affaire a été suspendue parce qu'il y a eu l'incendie. Quelque part, ça a mis de l'émotion. Oui, mais je veux dire, c'est encore suspendu pour une autre raison, c'est-à-dire que l'émotion est rentrée dans ça, avec cet incendie, avec... il va perdre ses... et puis, il y avait aussi 500 € d'astreinte par jour pour la décision. Ça aussi, ça a été suspendu. Mais voilà. On est dans une situation de non-droit qui est extrêmement compliquée. Il faut une médiation, absolument. On ne sait pas qui c'est qui peut être médiateur dans l'affaire. Peut-être l'évêque. Hein. Il faut une médiation. Non, il faut une médiation forte parce que quelque part, les deux parties ne peuvent plus. Parce qu'il y a une action. Alors, il y a eu, depuis le LCDM de Gaba, qui a pris le relais. J'ai vu, c'est avant-hier qu'il y avait une conférence de presse. Oui. Où pour lui, il présente ça comme étant comme une action contre des jeunes Guadeloupéens, contre des Guadeloupéens, etc. Il y a un petit peu d'excès là aussi. Il y a même eu un communiqué de la NG aussi. Il y a eu un communiqué de la NG. Alors, je ne sais pas si ça a mis le feu aux poudres, parce que curieusement, le communiqué, au moment où ça s'était apaisé un peu, le communiqué a relancé le débat. Oui. A mis de l'huile sur le feu. Il y a un jeu un peu compliqué. Mais je pense qu'il faut une médiation, il faut faire revenir la raison. Et c'est peut-être le seul moyen de calmer les deux parties pour faire quelque chose. Mais en tout cas, on est dans une situation de non-droit. Le problème de la plage existe. Il y a réellement un problème de trait de côte. Il y a le problème de la plage. Écologique qui se pose aussi. Il faut déplacer un peu. Moi, je pense que certainement, il y a une solution au-delà, comme disait Olivier tout à l'heure, au-delà des égos. Hein. Il faut en trouver une, parce que ça n'est pas très, très sérieux qu'on en soit là. Bon, alors, deuxième problématique, enfin, c'est pas une problématique, c'est une solution, c'est ce séminaire qu'a organisé la région pendant 3 jours pratiquement, jusqu'à aujourd'hui, sur la question économique. Alors, donc, depuis quelque temps, on se posait des questions, j'ai dit ça le vendredi dernier, on a reçu le MEDEF qui disait qu'au niveau de la région, ça n'allait pas trop bien pour le paiement des entreprises qui avaient du retard. Et du coup, ça a repris la main. Et il a organisé un grand rassemblement sur le parc, sur la plate l'esplanade du mémorial. Hier, je suis allé là, il y avait beaucoup de monde quand même. Et beaucoup d'interventions. Alors moi, la question que je vous pose, est-ce que ça peut permettre de régler les problèmes économiques qui se posent en Guadeloupe? Je sais pas. Non, une chose est certaine, il y a une grosse demande, il y a un besoin. Que ce soit les entreprises existantes et les porteurs de projets, il y a un grand besoin à la fois de rendre un petit peu plus visible, ou en tout cas plus lisible, la politique régionale en matière de soutien, et aussi tout simplement une demande financière. Et de l'autre côté aussi, vous avez des entreprises qui alors je ne sais pas si cette manifestation-là peut y répondre, qui ont toujours ce problème de retard de paiement, qui n'est pas inhérent à la région, hein, ceci dit, beaucoup de collectivités ont ce problème-là, parce qu'il y a un manque de trésorerie. Alors, on peut craindre que la manifestation soit un peu un écran de fumée quelque part, parce que ça ne peut pas régler les autres problèmes. La collectivité régionale est certainement bien embarrassée par d'autres problématiques, mais en tout cas, elle fait l'effort d'informer sur des moyens existants. Mais est-ce qu'ils sont faciles à mobiliser? Je ne sais pas. Il ne faut pas non plus que les gens soient déçus après être venus dans la manifestation, se dire mais il y a des aides, il y a des accompagnements. Et je n'arrive jamais à en avoir. Et qu'on n'arrive pas à les avoir. Alors ça, peut-être que derrière, en back-office, comme on dit, la région est en train de s'organiser pour pouvoir répondre aux demandes, parce qu'il y en a plein là actuellement. Il y a beaucoup de demandes. Donc c'est normal, c'est toujours populaire. C'est comme quand vous faites quelque chose sur l'emploi, un job dating, il y a 3000 personnes. Est-ce qu'il y a 3000 emplois de l'autre côté? On ne sait pas. Jamais. Donc c'est ça. Donc je pense aussi que ça peut être aussi un piège pour la collectivité régionale en faisant un affichage qui est important au moment où il y a un besoin de relancer, un besoin d'organisation, un besoin de répondre à la demande des entreprises elles-mêmes qui veulent être payées plus vite. Parce qu'on a fait, enfin, je ne vais pas garder la parole longtemps, mais le calcul a été fait, on dit que si on payait les entreprises à temps, en faisant moins peut-être de commandes de travaux, on pourrait avoir 3 points de croissance en plus, simplement parce qu'on paye d'avant les 45 jours, hein, tout simplement, hein, parce que l'argent circulerait. Ce n'est pas le cas.
La responsable de la région que j'ai reçue, Aurélie, la semaine dernière, me disait que, en général, si ça prend du temps, c'est que les entreprises ne donnent pas les documents qu'il faut au moment qu'il faut. Donc, entre le moment où le document arrive, qu'on le redemande, etc. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que là actuellement... Les entrepreneurs ne sont pas quand même des idiots, des amateurs. À force qu'on dise ça, moi non, je suis désolée. C'est sûr que ce salon, pour les gens qui n'ont pas l'information, ce qui m'étonnerait, surtout ceux qui demandent des subventions, moi j'ai eu une dame qui n'a pas voulu témoigner à visage découvert, en tout cas donner son vrai prénom et son vrai nom. Ça fait plus de 18 mois qu'elle attend cette subvention. Elle a donné tous les papiers, son dossier est déjà passé en commission, elle a reçu un accord de principe et elle n'a toujours pas cet argent. À la dernière plénière, le président de région a quand même annoncé qu'on était dans une période de restriction. Donc comme disait tout à l'heure Jacques Dancal, ils n'ont pas d'argent déjà. Bon, ils organisent. C'est vrai que la région n'a pas d'argent. Apparemment, il y a un problème de trésorerie. Enfin, de toute façon, quelle que soit la collectivité, qu'elle soit petite ou grande ou majeure, il y a de moins en moins de subventions de l'État. Bien sûr, il y a des difficultés. On n'a plus de taxes d'habitation, par exemple. Enfin, bon, voilà, il y a des difficultés pour tout le monde, à tous les étages de l'État, à la plus petite collectivité. Mais je me dis qu'on organise ce genre de salon qui coûte, on donne l'information. Mais à un moment, non, il faut reconnaître qu'il y a des retards de délai de paiement. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas tenir plus de 18 mois, mais peut-être aussi parce qu'elles n'ont pas de trésorerie de départ et qu'elles comptent là-dessus, ça aussi. Les banques accompagnent que les chevaux gagnants et donc ne prennent aucun risque, entre guillemets, donc n'accompagnent pas les entreprises. Elles comptent sur la région. Mais je suis désolée, non, il faut qu'on arrête de dire que les entrepreneurs ne donnent pas les papiers. Ils prennent... Vous avez reçu le président de région il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il disait sur cette question? Que sa collectivité était à la pointe du développement économique, en tout cas dans la définition, la direction du schéma économique. Ceci dit, aujourd'hui on fait un salon en fin d'année en disant 2 semaines avant, lors de la plénière, que les temps sont contraints. En 2025, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a l'État qui a déjà annoncé que les collectivités locales doivent faire des efforts. Il y a une situation, une crise économique qui va s'installer. Les banques ont commencé déjà à se pousser, se mettre de côté, à freiner des 4 fers. Ce sera compliqué en 2025. Donc, comment s'en sortir? Et là, ça peut donner des choses assez curieuses. Alors, une petite information, actuellement, les marchés publics, on a presque 80% des marchés qui reviennent infructueux. Oui. C'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas répondre. Alors, il y a une raison principale, c'est que la plupart, effectivement, ne peuvent pas fournir des attestations fiscales et sociales, qui ne sont pas donnés par la CGSS ou par d'autres organismes, par l'URSSAF, Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue parce que l'entreprise n'a pas de trésorerie, ne peut pas payer. Dès que vous ne payez pas un mois de moratoire, ou pas un mois, mais enfin, en tout cas, une échéance de moratoire, vous êtes rayé. Et dernièrement, il y a eu une vague de personnes qui ont été rayées. Et donc, résultat, vous avez plein de marchés qui reviennent infructueux. Donc, les collectivités sont obligées de les refaire. Et les gens n'ont pas pu répondre. Donc, il faut trouver une solution. Je crois qu'en ce moment, il y a des discussions pour trouver. Mais c'est vraiment une situation extrêmement grave. D'autant plus que 3 ans après le Covid, il faut se rappeler, il y a eu des PGE. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pu payer les PGE. Et c'est ce qui explique qu'au niveau fiscal, effectivement, ils n'ont pas les papiers au niveau fiscalité. Résultat des courses, ils ne peuvent pas accepter le marché. Et autre chose, je discutais l'autre jour avec un chef d'entreprise, M. Gadaoko, qui me disait que beaucoup de marchés leur échappent à cause de ça. Oui, tout à fait. Ils sont en grosse difficulté. Ouais, donc, tout soit bien infructueux. C'est vraiment, comme tu dis, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, la région fait un appel à projet aujourd'hui, mais jusqu'à quand? C'est une situation qui est dramatique parce que quelque part, ça veut dire que la fiscalité qu'on a ne correspond pas du tout à la situation économique du pays. Voilà, le territoire, c'est trop petit, il n'y a pas assez de marché pour tout le monde, donc on ne peut pas payer dans les mêmes conditions. Il faut absolument trouver une solution de relance. Et d'autant plus que ce sont des marchés, pour la plupart, passant certains seuil européen. Oui. Donc vous avez des entreprises qui arrivent sans clause sociale, qui ont les moyens, ces entreprises-là, d'investir ou en tout cas de passer ces marchés. Et les entreprises locales tirent la langue, n'arrivent pas à survivre.
Tout à fait. Alors, on va aborder une petite question qui remonte un petit peu d'une quinzaine de jours, mais enfin qui a beaucoup traumatisé les Haïtiens. C'est la déclaration de Macron. Il était au Brésil, puis il a fait une déclaration qui est pas restée qui est pas assez inaudible, parce que les Haïtiens, j'ai eu des réactions de monsieur, comment il s'appelle, Join, et des associations qui se disent pourquoi Macron fait une telle déclaration. Alors, est-ce que, à votre avis, c'est une erreur de communication ou bien il a exprimé quelque chose de plus profond? En visite officielle dans un pays étranger, où il y a beaucoup d'Haïtiens. D'ailleurs, il répond à une question d'un ressortissant haïtien qui lui parle. En sachant qu'il y a des caméras, des smartphones partout, on ne fait pas une telle déclaration si on ne le pense pas ou s'il n'y a pas un fond, une arrière-pensée derrière. C'est soit déstabiliser totalement le pays, soit envoyer un message aux dirigeants de ce pays-là, surtout quand on est un pays 6e puissance mondiale, c'est qu'on a quelque chose à dire et que la justification de l'Élysée en disant que c'était une discussion privée dans la rue... Quand même, derrière une barrière lors d'un défilé carnavalesque. C'est un peu ce qu'on disait aussi, parce qu'il répond, c'est une blague de bar, on dit ça. Mais pour un président de la République, comme dit Olivier, c'est absolument pas acceptable en termes de respect d'un autre État, parce que c'est quand même un autre État. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères haïtien a réagi, puisqu'ils ont appelé l'ambassadeur français, ils l'ont convoqué. En plus, il y a un contentieux réel entre la France et Haïti depuis très longtemps à propos de cette fameuse dette et puis d'autres actions. Je trouve que quelque part, c'est un peu malvenu. Alors effectivement, on peut toujours nous dire que mais c'est pas possible. C'est un peu comme si un prêtre dans l'église se met à dire n'importe quoi. Il faut quand même il est dans l'église. Donc c'est pas acceptable. D'autant plus que Haïti connaît une situation assez difficile avec les gangs. Faire une déclaration comme ça, bon, c'est vrai qu'il y a eu un changement de Premier ministre provisoire rapidement, mais enfin, ça devient de l'ingérence, carrément, de l'ingérence, la situation haïtienne. Bon, voilà, première partie terminée, 12h57, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure. On parle là de la situation des femmes, puisque j'ai reçu beaucoup de femmes cette semaine là-dessus, et c'est vrai qu'il y a un vrai problème de violence intrafamiliale, et pas seulement sur les femmes, parce que les hommes aussi prennent des coups. Sur les enfants et les femmes. Les enfants, les femmes et les hommes aussi. On n'entend pas parler des hommes. Parce que les hommes les femmes ne passent pas en correctionnel. Ah bon? C'est un problème. Donc, on y revient dans un instant, Nathalie, avec toi. À tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous et avec nos trois confrères, une consoeur, nos deux confrères, une consoeur, Nathalie qui est là et qui nous a promis d'être là tous les 15 jours. Jacques Duncan est déjà là et Olivier Lancien. Alors, on parlait tout à l'heure du dossier Cabana et je viens de recevoir une petite information, c'est la rapidité des frais sociaux, des réseaux sociaux. Je vous fais écouter un petit extrait de ce qui s'est passé tout à l'heure. Après les échauffourées de la région hier, ici à Rézé, quand il est sorti, il y a dans la réunion là ça. Alors, dans le premier temps, nous étions satisfaits, mais nous étions à dans réponse à nous, parce que nous restions pratiquement plus de 12 heures à la région Jodla et nous rendons compte qu'il y a des bitins qui étaient savent et d'autres bitins qui n'étaient pas savent. Toujours est-il que nous avons rencontré le président de la Jodla qui a affirmé nous étonnement par rapport à dossier là ça et facilité à dossier là ça, qui était déjà réglé. Deuxième bitin est engagé à faire un certain nombre de démarches pour que assez rapidement, jeune là ça, qui est sorti à un problème là qu'il a trouvé la Jodla et que nous partions dans notre issue, dans notre fonctionnement au niveau aménagement à plage produit. Deuxième bitin aussi qui dit, qui est très important, c'est que assez les documents que nous présentons, contrairement à ça, c'est peut-être qu'a dit, ce sont des documents qui bien assistent à la région, qui bien véritablement qu'a montré qui travaille, qui fait. Et Jodla, nous venons parole à président là, que contrairement à ça, monsieur le maître a dit dans communication aïe, pas ni bon projet océan qui d'actualité à produit parce que en ce qui concerne la région, il fait tout ça qui a été fait dans le cadre du projet océan. Ça veut dire que tout. Voilà, juste un petit extrait. Bon, ça veut dire que peut-être il peut y avoir une médiation, peut-être, espérons. Cela dit, je trouve qu'il y a plus apaisé là maintenant.
Oui, mais en même temps, j'ai un petit doute sur ça parce que quand même, le maire de Port-Louis, Jean-Marie Hubert, c'est quand même le premier vice-président d'Harry Chalus à la région. Oui. Donc qu'ils disent qu'il n'a pas l'information, que Harry Chalus n'avait pas l'information. Voilà. Enfin, ils disent qu'il y a le projet Océan, il n'y a pas de projet Océan. Et il y a un projet Océan. Parce que j'ai vu 2 projets. J'ai vu un projet ancien et un projet plus récent. Ouais. Alors, donc, écoutez, on attend. On attend. Bon, alors, on va parler des femmes, des relations, des violences intrafamiliales. Il y en a eu beaucoup en France. Je crois que le chiffre était quoi, 1200 femmes qui meurent chaque année en France. Et un enfant... tous les 5 secondes subit des violences intrafamiliales en France. Alors en Guadeloupe, on n'est pas à ce chiffre-là, tant mieux, mais il y a eu quand même pas mal de violences. J'ai vu, il y avait un titre de France hier. Encore. C'était quoi hier, mais tous les jours. Il a pris un couteau contre sa femme et contre son ex-compagne et son enfant. Oui. Tous les jours, nous assistons aux audiences correctionnelles au tribunal de Pointe-à-Pitre. On assiste aussi aux affaires, aux assises ou la cour criminelle. Il ne se passe pas une journée sans que nous relations des violences conjugales ou intrafamiliales. Il y a quelques semaines, le département a organisé un grand village sur la place de la Victoire avec des femmes qui sont venues témoigner. Évidemment, tout à l'heure, vous m'avez parlé des hommes. Ils sont peut-être violentés, mais en tout cas, ils ne le font pas savoir, puisque aucune femme ne passe au tribunal correctionnel pour violence contre son compagnon ou contre les hommes. Bon, peut-être que c'est une affaire un peu de honte ou d'égo, enfin voilà. Il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup d'enfants. Là, on a parlé aussi en début de semaine dans le journal de la parentalité, de la séparation et de l'enfant au centre de la séparation. Mais il y a aussi beaucoup de violences. Des violences qui passent de génération en génération, soit parce que ces enfants ont vu les parents ou leur maman violentés, soit parce qu'ils l'ont été eux-mêmes et qu'ils pensent que c'est une façon de vivre. En tout cas, malgré tout ce qui peut être fait pour alerter les associations de femmes pour défendre les autres, pour défendre justement, pour lutter contre ces violences, je ne sais pas si parce qu'on en parle beaucoup que voilà, ça ne diminue pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi orienter les discussions, ou en tout cas les rencontres, vers les hommes. Il faut déjà commencer à la maternelle à expliquer cela. Donc au plus jeune âge, avec des termes voilà, qui vont passer, en tout cas où le message va passer. Mais je pense que les hommes doivent parler aux hommes. J'ai eu quelques fois à relater justement ces faits, mais je suis allée vers les hommes pour savoir pourquoi ils battaient leurs femmes. Je suis allée interroger ces hommes. Pour eux, c'est normal. La femme, c'est leur propriété. C'est leur propriété. S'ils les battent, c'est que pour eux, c'est normal. C'est soit leur propriété, et elles n'ont pas fait la vaisselle, elles étaient au téléphone trop longtemps, elles ne sont pas rentrées à l'heure, elles n'ont pas fait leur repas. Voilà, comme si c'était une façon de les corriger parce que je t'éduque en tant que femme. Mais au-delà de ça, je demande aux hommes, pourquoi quand vous le savez, vous avez un cousin, on est un département de 380 000 habitants, ne me dites pas que vous ne savez pas que le voisin, que votre cousin, votre papa, etc., bat sa femme ou bat ses enfants, et vous êtes là, vous dites rien. Moi, j'ai interrogé des hommes qui m'ont dit, oui, mais ce sont des affaires personnelles, je préfère pas m'en mêler. Non, ce n'est pas possible. Il faut quand même prendre position. Si vous, votre fille, Danique Zandronis, une de vos filles est battue par son conjoint, est-ce que vous allez rester là, ne rien faire? Jacques Dancal, si votre fille est battue par son conjoint, alors que vous le savez. Moi, j'ai entendu des pères dire, ah non, ah maintenant, elle est sortie de chez moi, c'est son mari qui est responsable d'elle. Ce n'est pas possible. Il faut que les hommes parlent aux hommes. Quand vous le savez, vous ne pouvez pas rester sans rien faire et sans rien dire. Alors, parce que nous, les femmes, on le dit déjà. Alors, il y a l'aspect violence contre les femmes, il y a aussi intrafamilial contre les enfants aussi. Oui, il n'y a pas... Il y a cette affaire de Sainte-Rose, on en parle beaucoup, mais pas que, il y a eu plein d'affaires comme ça. Oui, là, c'est un... Oui, voilà, Olivier. il y en a beaucoup. Un certain nombre, d'ailleurs, au sortir du Covid, le procureur de la République, le procureur général, avait fait justement un colloque, une information sur ça, parce que ces violences intrafamiliales ne sont pas ébruitées. Il y en a beaucoup en Guadeloupe, donc il faut agir, il faut réagir. Alors,
il y a aussi des améliorations parce que les autorités ont mis en place plusieurs structures, notamment dans les commissariats, dans les casernes de gendarmerie pour prendre en charge les femmes ou les enfants, des structures adaptées avec des numéros de téléphone, des plateformes de signalement. Donc il y a tous les outils pour réduire ou en tout cas alerter rapidement. En tout cas, peut-être pas réduire, mais dire aux femmes que vous ne pouvez pas rester comme ça. Là, en début de semaine aussi, on a inauguré un salon dédié voilà, lorsque les femmes viennent rendre compte des violences. Donc il y a un salon pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elles puissent se livrer. Mais tout ça aussi, ces dispositifs sont là pour dire aux femmes, vous ne pouvez plus accepter ça. Des jeunes femmes, moi, en correctionnel aujourd'hui... Des femmes qui ne disaient rien aussi, il faut le dire. Hein. Qui ne disaient rien parce qu'elles se disent que ça va passer. Moi, j'ai vu une femme en correctionnel une fois qui disait qu'elle prie pour que son mari arrête de la frapper. Mais là, quand il a écrasé une cigarette allumée sur elle et qu'il lui a cassé le bras, là, elle s'est dit, malgré mes prières, il va falloir que je fasse autre chose. Donc les femmes, elles en parlent, c'est vrai, et celles qui en parlent aujourd'hui et qui ont le courage d'aller en justice et de porter plainte, elles portent justement ce témoignage pour les autres qui ne disent rien. Mais ce ne sont pas non plus des femmes des anciennes générations. Aujourd'hui, de jeunes femmes sont assises parmi les victimes et acceptent que des jeunes hommes les considèrent comme leur propriété et aussi font preuve de ce genre de violence à leur encontre. En plus, actuellement, on a un autre problème, c'est les problèmes mentaux. L'année prochaine, c'est censé être cause nationale, les maladies mentales. Bon, ça n'arrête pas de progresser chez nous, on n'en parle pas parce que le handicap mental n'est pas considéré comme un handicap normal. C'est-à-dire qu'à la limite, vous avez une jambe qui est cassée. C'est pas considéré comme une vraie maladie. Comme une vraie maladie. Donc, vous avez une jambe cassée, on vous dit, oui, c'est vrai, j'ai mal à la jambe, mais vous direz à la personne qu'elle n'est pas très bien ou que vous avez l'impression qu'elle est en dépression, ça passe mal. C'est-à-dire qu'on a aussi ce problème de rendre ce handicap-là normal, de dire, bon, voilà, ça arrive aussi que les gens se soignent parce qu'il y a de plus en plus de gens soit à cause des addictions, alcool ou drogue, ou d'autres problèmes mentaux qui sont extrêmement violents avec les conjoints et avec les enfants. Et on a du mal à gérer ce type de problème-là. Mais en tout cas, si ça devrait être une cause, on va dire territoriale, on va dire régionale pour la Guadeloupe, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations. Les associations de carnaval travaillent beaucoup avec les jeunes, les associations, que ce soit de football. Moi, je crois que quelque part, il faut que ça devienne une priorité dans l'éducation, mais aussi simplement que tout le monde s'engage, que les associations s'engagent. Lorsque vous avez des membres, vous parlez de ça. Il ne faut pas rester sans parler, un peu comme on parle de l'environnement, mais il faut parler de ça. Il faut parler de ça dans les endroits où les gens se rencontrent, qu'ils en discutent, qu'ils soient eux-mêmes conscients de ce qu'ils font et aussi de la situation des victimes. Je crois que la seule solution, c'est celle-là. C'est qu'il faut vraiment en parler. Comme ça, au moins, les gens ne seront pas surpris quand il y a une action en justice et peut-être aussi que les personnes seront moins complexées pour aller se plaindre. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de femmes qui sont allées se plaindre dans des gendarmeries ou à la police et on les a envoyées promener. Hein, ça, il faut dire la vérité. Ça change maintenant, l'accueil est différent, mais c'est compliqué. Pendant longtemps, le viol n'était pas souvent pris en compte et vous avez vu cette histoire de l'homme là qui faisait violer sa femme pendant 50 ans. On dit qu'il a eu, entre guillemets, on en avait déjà parlé, près de seulement 20 ans de prison. Et la femme a subi ça pendant des années, c'est quand même curieux. C'est-à-dire que la législation française, sur ce point-là, n'est pas tout à fait ce que les avocats, en tout cas les plaignants ou les plaignantes souhaitent. Bon. Parce qu'on ne parle pas non plus des conséquences. Parce que cette affaire Pénicaud, moi je suis la fille de ce monsieur. Je me dis, mon père a fait ça à ma mère. Les conséquences sur ma vie future. C'est-à-dire le comportement de mon père a une conséquence sur ma vie future. Comment je peux faire confiance à un homme, aller vivre avec lui, alors qu'il a fait ça, mon père a fait ça à ma mère. Il a endormi et il a fait violer par 50 hommes, mais déclarés, mais pas officiellement, mais il y en a encore plus. Comment vous pouvez que moi je vive après ça? Il y a aussi tout ça, c'est les conséquences de tous ces actes. En tout cas, c'est déjà une bonne chose qu'il y ait une communication réelle là-dessus et qu'on en parle, parce que beaucoup de gens pouvaient vivre à côté et ne même pas se rendre compte de ça ou penser que c'était banal. Alors moi, je me posais quand même la question, est-ce que c'est un problème sociétal aujourd'hui? Je ne parle même pas de la Guadeloupe, je parle en général. Vous savez, cet acteur français très connu qui profitait des
entre guillemets, des petites mains. Je parlais de Depardieu, il y a eu l'affaire... Palmade aussi. PPDA aussi. Oui. PPDA a eu plus de 20 plaintes, PPDA a eu. Donc, est-ce que c'est un problème sociétal? Alors, heureusement, il y a eu le MeToo qui a permis aux femmes de pouvoir s'exprimer de plus en plus. Non, je pense que c'est la médiatisation de ces affaires. Et aujourd'hui, les femmes ont un peu plus le courage, ou en tout cas, elles se sentent soutenues pour que la honte traverse la rue, j'ai envie de dire, aille de l'autre côté. Voilà. Donc, je pense que c'est la médiatisation, mais ce n'est pas, comme vous dites, un problème sociétal. Non, enfin, oui, c'est un problème, oui, bien sûr, sociétal, parce qu'on en parle, parce que ça arrive. Donc, ça veut dire que la médiatisation amplifie le problème? Non, il n'amplifie pas. C'est-à-dire que plus on en parle, plus on est au courant. Ça le rend visible. Ça le rend visible. Oui. Mais ça existait sans qu'on en parle. Oui, bien sûr. Et peut-être plus. Comme le racisme. Oui, bien sûr. Alors, l'avant-dernier sujet, c'est le problème de la situation politique économique de la France aujourd'hui. Alors, je posais la question, est-ce que le Premier ministre français, Barnier, passera Noël avec Marine Le Pen? Alors, Marine Le Pen a un problème, c'est qu'elle est devant la justice. Elle risque d'être rendue inéligible au moins pour 5 ans. Et ça, on le saura dans quelques semaines, en avril, je crois. En avril, le problème va être... En mars ou avril. Mars ou avril. Et aujourd'hui, le RN, qui a un poids politique au sein de l'Assemblée nationale française, s'en sert aussi pour essayer de faire évoluer la politique économique française. Alors, moi, je vous pose la question, comment vous voyez un petit peu, Olivier, la politique française aujourd'hui, depuis la nomination de Barnier? C'est le chaos. Ouais. C'est le chaos parce qu'il y a la 6e puissance mondiale qui n'arrive pas à faire adopter un budget cohérent, sans déficit accru, parce qu'il n'y a pas de majorité, parce qu'il n'y a pas d'entente politique, parce qu'il y a des stratégies politiques qui sont mises en place pour éviter, en tout cas pour prendre le pouvoir et pour demander à Emmanuel Macron de s'en aller, puisque les stratégies actuellement... Mais il ne partira pas. Il ne partira pas, mais dans un chaos organisé, à un moment, ça va se poser crucialement. Qui est responsable? Qui va prendre les positions? Comment on va gérer la France? On est en décembre, et à un moment donné, il faut trancher parce qu'il y a des financeurs, il y a des possesseurs de la dette française qui ne vont pas attendre que la France... Au niveau international, la France a perdu la voix. Hein. Oh, absolument. On n'écoute plus la France. Alors aujourd'hui, le problème qui se pose entre Le Pen, le 49.3, alors la question que je te pose, est-ce que la semaine prochaine, après l'examen par la commission parlementaire paritaire... ça va être décidé à coup de 49.3, comme avec l'ancienne première ministre. Oui, mais s'il utilise le 49.3, Le Pen et l'opposition disent que bon... c'est pour ça que le chantage, Marine Le Pen devant la justice... fait un petit chantage affectif, si on la caresse dans le sens du poil, elle donnera sa voix au gouvernement, à Barnier. Mais je veux dire... Alors, est-ce que ça peut avoir une implication sur la Guadeloupe? Parce qu'on en parle, je parle de la politique française, mais finalement, situation économique de la Guadeloupe, on parlait de la région tout à l'heure, parce que beaucoup de nos collectivités dépendent encore de ce système. Alors, imaginons un peu que le gouvernement disparaisse ou soit obligé de redémarrer. Ça veut dire que pendant quelque temps, toutes les finances vont être bloquées. Comme quand le gouvernement comme quand on a dissous l'Assemblée nationale, on a dû revenir à zéro. Mais est-ce que nous, on a vraiment ressenti, puisque déjà nous étions pénalisés avant. Donc le temps qu'on ressente justement ces conséquences, je veux dire, regardez les agriculteurs en France, on ne s'occupe même pas d'eux. Et ils sont directement sur le territoire, ils sont devant ces grandes collectivités en train de crier famine, en train de dire qu'il y en a un d'entre eux qui meurt chaque jour par suicide. Donc, ils se plaignaient de la signature du Mercosur la semaine dernière. Exactement. Parce que, la France veut faire entrer du bétail, de la viande de l'Argentine et du Brésil. Et les producteurs français sont en grosse difficulté. Alors, le problème qu'il y a, c'est que je n'entends pas de réaction en Guadeloupe à cette question. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences sur nous.
Alors, ils savent. Alors, on peut toujours dire ça. C'est vrai, dans l'immédiat, ils ne voient pas les conséquences. Mais c'est vrai qu'on est un peu, on a l'air d'être un peu en surjeu. Hein. On est en lévitation par rapport à la situation. En France, en se disant que, bon, à la limite, ça va mal là-bas, on regarde, on attend. Effectivement, on ne voit pas de mobilisation de la classe politique officielle hein, sur cette question-là. Peut-être qu'ils se disent, bon, on est un peu pris au piège, on attend, mais ça aura forcément des conséquences. Tout le monde dit, mais on va demander un peu plus d'argent à l'État, on va demander des dotations supplémentaires. On l'a vu en Martinique, hein, oui. où Serge Letchimy est en train de demander de 150 millions qui lui manquent. Tout le monde demande. Alors qu'on est conscient qu'il y a de toute façon une contraction, il y aura moins d'argent. Si effectivement on se retrouve dans une période, là, c'est la fameuse Nkane Valley, c'est-à-dire une période de vide où on ne sait pas qui gouverne, qui est là, ça n'est jamais bon pour nous, ça fait des retards, ça aura forcément des conséquences à moyen terme. Et on est déjà, comme le disait tout à l'heure Nathalie Zinan, on est dans une situation très difficile. Là, elle n'est pas bonne, la situation actuellement. Les collectivités ont du mal à embrayer. Elles sont toutes soit en grosse difficulté, soit sous contrainte parce qu'elles ont signé des contrats quorum avec l'État où tout est contrôlé, on ne peut plus rien faire. C'est des contrats payés que le département signe. Oui, mais il y a ceux de l'État lorsque vous êtes en difficulté. Et là, à ce moment-là, pour acheter un crayon, vous devez demander l'autorisation. Et en même temps, on parle des conséquences, mais les conséquences, elles étaient même un peu avant. Regardez le problème de vie chère. Oui, justement. Donc c'est déjà la conséquence de tout ça. Ou la canne, parce que la récolte, là, on ne sait pas si elle va démarrer dans des conditions. Parce qu'on a même la banane, on parle de la banane. Alain Plaisir m'a fait une tribune que je vais faire paraître lundi dans le journal, qui parle aussi de la banane. Alain Plaisir est intervenu en disant lundi dernier sur Guadeloupe Première que le Mercosur allait nous impacter forcément parce que le Brésil, c'est l'un des plus gros producteurs de canne à sucre, l'Argentine de bœuf. Donc forcément, il y aura des conséquences et il y aura une application directe en Guadeloupe et en Martinique. Sur les importations de viande ou même sur le marché européen du sucre et il y aura des conséquences. Donc forcément les producteurs de canne de Guadeloupe voient ça de mauvais oeil. Donc il y aura des conséquences forcément. Il y a un autre problème qui se pose, qui a été posé par la cité martiniquaise la semaine dernière, c'est le problème du POSEI. Alors c'est cette aide qui est donnée aux îles en fait, de façon pour aider l'agriculture, mais qui est donnée qu'aux grosses entreprises de bananes et de sucre. Or, les petits producteurs qui ont un hectare ou un demi-hectare ou 2 hectares de production n'ont aucune possibilité, aucune fenêtre ouverte avec ce POSEI. Alors, la CM de Martinique a demandé à revoir ce POSEI, mais qu'on voit un peu dans la Guadeloupe. Alors, la priorité en Guadeloupe est faite par la canne et la banane. C'est-à-dire la majorité des subventions sont recueillis par ce secteur-là. Et je suis quand même étonné du silence en Guadeloupe sur cette affaire, alors qu'il y a il y a quelques mois encore, les agriculteurs étaient dans la rue. Oui, mais ils ont annoncé, là, l'État, la préfecture a envoyé un communiqué sur des subventions ou une aide qui est versée. C'était pour les cannes renvoyées, les cannes non coupées. Mais c'est vrai qu'on a un gros problème global, mais actuellement, on voit qu'une bonne partie des organisations d'agriculteurs, même de professionnels, sont occupés par les futures élections. Voilà, c'est embêtant parce que ça veut dire qu'on se retrouve dans la même situation que les hommes politiques habituellement qui sont occupés par l'élection à venir. Et c'est une grosse difficulté parce que je crois que beaucoup d'organisations professionnelles, en fait, plaident aussi pour une refonte de l'agriculture en Guadeloupe, notamment pour ce qui est des aides qui sont versées aux producteurs, mais aussi pour le sol, pour l'amendement des sols, pour l'organisation de la profession. C'est global, il faut absolument le faire. C'est clair que finalement, on n'a pas l'impression que c'est une priorité en ce moment. Le Mercosur, ça a l'air loin, alors que c'est réellement une problématique, la production locale, parce qu'elle est posée en Martinique en ce moment, c'est encore plus important pour eux parce qu'ils produisent moins, globalement. Ils produisent à part la banane, bien sûr. Donc, actuellement, mais c'est pareil que pour les violences. On se dit, mais il y a des priorités. On devrait s'inquiéter de ça. On n'a pas l'impression que la mobilisation soit réelle, même si sur le terrain, les producteurs sont eux-mêmes concernés et qui connaissent très bien les problématiques, celles du POSEI notamment. La plupart des aides, ils n'ont pas accès, il y a un besoin de refonte, mais il faudrait que leurs représentants s'en occupent. Vous le savez souvent, la représentante du RPAC en Guadeloupe est ce matin devant le tribunal.
par une Mercedes, c'est ça. Oui, par rapport à l'intrusion dans le supermarché. Mais il fallait s'y attendre quand même. Oui. Voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Hein. Donc, ça veut dire, bon, alors, la question qui reste posée, qui n'a pas encore été vraiment résolue, est-ce que les décisions qui vont être prises pour la Martinique seront automatiquement appliquées sur la Guadeloupe? C'est ce que disait le gouvernement. Ah oui. Appliqué en Martinique et en Guadeloupe et en Guyane et à La Réunion. A priori. Si de toute façon les propriétaires des grandes enseignes sont les mêmes. Oui. Donc, en fait, sont les mêmes. Mais le problème se pose aussi, par exemple, pour les collectivités, parce que la région qui a déjà fait un certain nombre d'efforts sur le plan de... Voilà, c'est ça. Les prix sont moins chers en Guadeloupe qu'en Martinique. Oui. Alors, et puis, il y a aussi, on a 2 collectivités, donc il faut mettre 2 personnes d'accord. On n'est pas dans une situation que la Guyane non plus. Donc, je ne sais pas. C'est vrai qu'il faudra faire quelque chose, mais la question est importante. Est-ce que les collectivités, s'il y a eu un congrès, s'il y a quelque chose pour se dire, mais qu'est-ce qu'on demande? Il n'y aura pas de congrès. Non, pour Noël, ça, on en a parlé la semaine dernière, on va revenir, il n'y aura pas de congrès. Mais la réalité, c'est ça. Est-ce que nous, on a une demande précise par rapport à ça, puisque ce n'est pas tout à fait la même situation qu'en Martinique pour ce qui est des aides proposées, mais il n'empêche qu'il y a un problème de vie chère. Oui. Comment on doit faire C'est-à-dire que si on prend ce qui se passe en Martinique, alors 20% moins cher sur un certain nombre, sur 6 000 ou 7 000 produits, donc en Guadeloupe, ça devrait donner quoi, 25%? Puisque comme la région avait déjà fait une baisse, est-ce que ça paraît qu'il y a encore ça? Non, moins que 20% alors à ce moment-là, Danick. Oui, moins que le 20%. Oui. Alors oui, mais est-ce qu'ils vont faire moins de 20% ou plus de 20%, plus ce qui avait déjà été acquis? C'est d'où l'initiative de Serge Letchimy, lorsqu'il est venu à la rencontre d'Harry Chalus et du représentant du département sur l'harmonisation de certains taux d'octroi de mer entre la Guadeloupe et la Martinique, parce qu'entre la Guadeloupe et la Martinique, il n'y a pas d'octroi de mer, donc il y aura une concurrence entre les deux, et les grands groupes vont aussi jouer du fait qu'il y ait plus d'octroi de mer là, moins d'octroi de mer là, pour mettre en place leur stratégie. Donc il y aura forcément des connexions, des ajustements. Des réajustements qui vont être posés suite à cette... Enfin, on verra ça. Bien, alors, oui. On n'a pas l'impression qu'ils sont très proactifs sur ça. C'est-à-dire que normalement, il faut un petit peu d'avance et se dire avant que... C'est en janvier, normalement, que ça va être appliqué. Alors, pour l'instant, ce n'est pas véritablement verrouillé. J'ai rien entendu en Guadeloupe là-dessus. Ni de la région, ni de conseil départemental. Non, mais même, on n'a pas le même comportement. Le AirPrac, là, ça explose évidemment en Martinique. Nous, non. Mais je pense que le problème de vie chère, et j'en ai parlé un petit peu autour de moi, le problème de vie chère, c'est aussi le problème de notre comportement de consommateur. De consommateur. Oui. Nous allons consommer petit moins trop et mal. Mais tout est dans les mains du consommateur. Déjà, pour arriver jusqu'à vous, ici à Canal 10, je suis à peut-être 700 mètres ou 1000 mètres. Je mets 20 minutes parce que tellement il y a des voitures. Quand je regarde les voitures qui circulent autour de moi, ce sont de grosses cylindrées. Je me dis, mais on n'a pas de problème en Guadeloupe. Mais non, mais il y a j'ai rencontré l'autre jour un étranger qui est venu en Guadeloupe. Il dit, mais la Guadeloupe, c'est super. C'était de belles maisons. Non, mais j'ai rencontré un gars et il était là avant-hier, il me disait ça aussi. Et il me dit, je ne comprends pas quels sont les problèmes qu'on a en Guadeloupe. Il me dit, mais pourquoi vous voulez l'indépendance? Vous êtes bien en Guadeloupe. Alors je ne sais pas si... Donc le problème de vie chère, je pense que c'est aussi un problème de comportement. Il faut qu'on revoie comment on consomme. Et voilà. Il y a eu en Martinique des appels au boycott de certains... Ça n'a pas fonctionné. Alors, hier, je discutais dans un supermarché très connu ici avec un ami qui me disait, il a fait le tour hier des supermarchés, il s'est rendu compte qu'il y a moins de gens qui poussent des chariots. Alors, est-ce que les marchés comme celui de Petit-Bourg, celui de Gouzier, etc., est-ce qu'il y a un changement de comportement aujourd'hui? Peut-être que les gens réfléchissent. Il y a une baisse du pouvoir d'achat. Il y a une baisse du pouvoir d'achat. Donc les gens consomment moins. Tu ne verras pas les gens au supermarché, on en verra moins à pousser le chariot, j'ai envie de dire, entre le 10 et le 20 du mois. Oui. C'est vraiment à partir du 25, les fonctionnaires sont payés par exemple, ils y vont, mais ils y vont une seule fois. Ils vont optimiser leur sortie pour aller faire les courses entre le grand supermarché, entre un discount, parce qu'il y a aussi le problème de l'essence. Qui fait partie de la vie chère. Donc l'énergie, etc. Donc on optimise sa sortie, voilà. Mais on consomme mal. Un dernier petit mot. Victorine Hugo a fait une petite victoire, c'est ça, sur les billets d'avion?
Parce que je n'ai pas très bien compris qu'est-ce oui, qu'il y a C'est la taxe supérieure qu'on devait appliquer, qui est appliquée en France, qui ne sera pas appliquée sur nous. C'est tout. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que les billets vont baisser. Oui, mais déjà, elle ne pouvait pas être appliquée. Parce qu'on n'a pas de système ferroviaire non plus. Quand on parle de ça, voilà, donc ça peut pas être appliqué chez nous. Oui, il y a ça, mais vous avez des directeurs de compagnies aériennes, notamment de Corsair, qui disent que de toutes les manières, l'Union européenne va faire appliquer cette taxe partout. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de discrimination, en tout cas. Voilà. Quelle est la moyenne de prix de billet d'avion pour Paris maintenant? 400. La moyenne. Oui. Aller seulement? Non. Aller-retour? Aller-retour, ça dépend des périodes. 400 sans bagages, sans bagages en soute, sans rien. 400. Sans rien, sans repas même. Voilà. Et avec bagages Vous pouvez monter à 600, avec bagages, avec des taxes, avec... Bon. Mais écoutez, on est arrivé à la fin. Je ne vous dis pas encore joyeux Noël, il est trop bonnet. Mais non, moi oui, puisque je ne reviens pas avant 3 semaines. Oui. Ah oui, j'en profite toujours. Oui, vas-y, vends ton produit, pas de souci. Montrez-le, monsieur. Oui, c'est une compilation des éditos que nous avons fait avec les dessins d'Éric Nago. Alors moi, il n'est vendu que 20 €. Hein. Et donc, ce sont essentiellement des caricatures avec les éditos ou quelques textes qu'on a rajoutés à côté. Non, c'est intéressant. C'est une très bonne idée cadeau pour la fin de l'année. Voilà, c'est une bonne idée cadeau que je conseille, 20 €, édité en Guadeloupe et imprimé par... en vente partout déjà? Alors, on ne l'a pas encore mis en vente, mais on peut en trouver au journal, tout simplement parce on commence à les recevoir. Oui. Mais sinon, à nouvelle semaine, bien sûr, il suffit de nous appeler. Bon, il y en a combien d'éditos là-dedans? 200. 200 quand même? Avec les dessins. Ouais. Pourquoi c'est marqué 100 éditos? Alors, parce qu'au départ, on voulait faire... Voilà, c'était ça, c'était 100 et 100. Ah. Parce que bon, Eric s'est un peu amusé avec ça. Hein. D'accord. Voilà, sans éditos. Et je crois qu'Éric doit faire des ateliers pour les jeunes dessinateurs. J'ai cru entendre ça. Oui, avec Neil aussi, parce qu'on en a, actuellement on a 2 caricaturistes, il y a Éric Nago et puis Neil. Effectivement, on va essayer de populariser le genre, on va dire. D'accord. De toute façon, ils seront invités à Caribule au mois d'avril. Mais ils font des interventions, puisque nous, on a des caricatures dans le junior qui sont réalisées par le lycée de Sainte-Anne et un lycée en Martinique. Oui. Donc on collabore justement avec les caricaturistes pour ces jeunes. Non, c'est bien. Et ils proposent leurs dessins. Bon, ça va. Une fois par semaine. Caribule, au prochain Caribule en avril, ne vous inquiétez pas. Ces gens-là seront. En tout cas, on vous remercie d'être là, tout ce beau contact, ce 2e numéro. La semaine prochaine, je sais pas, on va décider qui va remplacer Nathalie. Est-ce que c'est une femme ou un homme? On verra ça. Ou elle reviendra. Oui. La porte est ouverte. La porte est ouverte. C'est en fonction de mon agenda. Merci, mesdames, et les gens qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique. Ils n'ont pas même dit c'est mon acquis en France. Parce que j'étais en France l'autre jour. Beaucoup de gens nous regardent en France. Bien sûr. Ils me disent ça. Ils me disent, ah ouais, on regarde votre émission. Et j'ai même l'impression, quelquefois, il y a autant de Guadeloupéens ou de Martiniquais qui nous regardent là-bas que de gens ici. Tout à fait. J'ai été dernièrement et on regarde Canal 10 sur les réseaux sociaux. Et je suis parce qu'en ce moment, il est quoi? Il est 13h ici, il est 18h là-bas, les gens rentrent chez eux après le métro, et tranquillement, il passe 6h avant de regarder. Alors, nous avons bel bonjour Bayo. Nous avons bel bonjour Bayo, qui a fait si bon fouette, mais enfin, nous retrouvons les autres bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je n'ai pas terminé, puisque je reçois dans un instant 2 autres invités, Mme Catherine Romuald, qui est DGAI au conseil départemental, et Manixia Antiteka, chroniqueuse du ZCL, qui a déjà remporté plein de prix. C'est une information que je vous donne. Vous devriez la rencontrer, cette dame, Manixia Antiteka. Elle fait des audios, des livres audio, et ça marche très très bien. Elle a représenté la Guadeloupe dans 3 pays africains. Là, elle revient des États-Unis, et je pense que c'est une jeune qui a poussé. On a tous parlé d'elle, hein, vous savez, monsieur Vous avez parlé d'elle? Mais bien sûr. Ah ben, il faut continuer. Vous croyez que vous avez le monopole? Oui, il faut continuer. Bon, merci en tout cas, Nathalie, pour tous tes journaux. Tu vas nous laisser ça? Bien sûr. Bien sûr, voilà. Et je vois une nouvelle semaine aussi que je lis. Oui. On va inviter Christian Célestin. Nouvelle étincelle, longtemps nous pas envoyé. Il était un peu fatigué, mais je pense qu'on va l'inviter la semaine prochaine. Bon, allez, ciao, bye bye. Ciao. Messieurs, à bientôt. Bye bye.
Voilà, il est exactement 13h41. Nos deux dernières invités sont arrivés. Madame Catherine Romuald, bonjour. Bonjour. Vous êtes la DGA au conseil départemental et vous allez annoncer tout à l'heure une manifestation. Et puis, Manique, on reverra enfin après un cycle. Combien de temps que ça fait? J'ai disparu pendant 2 mois. 2 mois? Ouais. Et tu reviens quelque chose à la main? Je reviens avec un trophée, et le prix Innovation Outre-mer 2024, catégorie artisanat, tourisme, loisirs pour l'application. Une vraie histoire. On va en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. On revient rapidement sur l'actualité, très vite sur la question de l'EDF, puisque le problème n'étant pas encore résolu. Et EDF envisage de dire aussi le mouvement. Alors, il entend vers un nouveau blackout. Olivier Félix a posé la question. Avec grève à EDF-PEI, depuis le 2 septembre et depuis le 25 novembre, avec grève à des camarades de COP Écologie, nous avons dit que c'était fondamental pour nous de faire un point, mais d'autres sujets aussi. Alors, principalement, si les grèves en cours, nous avons dit une caractéristique dans des grèves là, c'est que les camarades commandent tout simplement application à la convention collective, application à disposition du Code du travail, et que ne voilà-t-il pas qu'il est obligé de faire grève pour ça. Je ne dis pas de dialogue. Pas de dialogue. On a le directeur de la DETS, M. Ludovic de Gaillon, qui nous a fait parvenir un retour de DFPEI concernant un protocole de fin de conflit qui serait assigné. Bon, il est triste de constater que ce que nous étions dit pendant plus de 60 jours autour de la table, ce n'est pas ce que DF a retenu dans la proposition qui nous a été faite. On va certainement travailler dessus pour leur faire un retour, sur ce qui avait déjà été fait par nous vendredi dernier. Mais vraisemblablement, la direction n'en a pas tenu compte. Pas de négociation en cours. Le directeur de DFPEI, M. Mayer Frédéric, est rentré à Paris. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés plus que jamais sur notre piquet de grève. Et nous appelons la direction de DF, en tout cas, à s'asseoir autour de la table pour recommencer les négociations. Si, en tout cas, pour nous grévistes, nous constatons qu'il n'y a pas de volonté de sortir du conflit de la part de la direction, eh bien, malheureusement, nous allons devoir durcir le mouvement. Voilà, c'est la menace qui pèse sur Noël. Est-ce qu'il y a un Noël en bougie et sans lumière? Bon, that is the question. On aura l'occasion d'y revenir. Madame Romuald, merci d'être avec nous. Vous êtes là parce qu'il y a quelque chose dans l'air en attendant Noël. En attendant Noël, oui, il y a quelque chose dans l'air. Il y a surtout le 5 et 6 décembre, pour la 3e année consécutive, avec les services de l'État, nous allons organiser les journées de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'inclusion. Oui. Cette année, la manifestation sera entièrement au WTC sur les 2 jours, avec une ouverture à partir de 9h. Aujourd'hui, je vais surtout insister sur la journée du jeudi, en priorité, puisque c'est une journée qui est ouverte aux professionnels. Et lundi, comme nous reviendrons, nous parlerons de la journée... Professionnels, c'est-à-dire les professionnels donc, du secteur de la cohésion sociale, du secteur de la solidarité, du secteur de l'inclusion. Cette journée leur est spécialement réservée. Au cours de cette journée, nous aurons donc, vraiment autour de l'insertion, autour de la cohésion sociale, tout un plateau de conférences, d'ateliers et de stands d'exposition seront disponibles. Donc la première journée donc, qui se déroule, je rappelle vraiment que cette manifestation est dans le cadre du contrat des solidarités que nous avons signé aux côtés de l'État. Elle a vraiment pour objectif de permettre aux professionnels, donc des secteurs que je viens de citer, de se rencontrer, d'échanger, d'apprendre à mieux se connaître et surtout à présenter les offres de services que nous proposons aux services donc des demandeurs d'emploi, des jeunes et des bénéficiaires du RSA. Et donc, les professionnels viendront, mais est-ce qu'il n'y aura pas de job dating? Alors, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, vraiment, M. Zandronis, on parle de la journée de jeudi qui est exclusivement réservée aux professionnels. Oui. On reviendra lundi pour vous parler donc, de la journée. On reviendra, donc je reviendrai avec plus de monde. Bon, je reviendrai avec d'autres intervenants pour qu'on parle de la journée du vendredi. Et là, on parlera du job dating et d'autres choses qui sont prévues donc, dans cette journée de vendredi. Mais la journée de jeudi, j'insiste, j'appelle vraiment tous les professionnels du secteur de l'insertion, de la cohésion sociale, de la solidarité à venir puisque nous aurons des conférences. Et cette année, nous avons choisi de mettre un thème en avant pour ces journées de la solidarité, c'est celui de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà avec Jessica Oublié, qui est la déléguée régionale de la NCLI. On est là aussi vraiment pour faire reculer ce fléau sur notre territoire. Et donc, entre professionnels, nous allons donc aborder un certain
certain nombre de... déjà représenter des chiffres, puisqu'il y a une enquête récente qui est sortie, l'INSEE sera avec nous. Et puis surtout, proposer donc aux professionnels un certain nombre de tables rondes et de conférences pour s'informer de ce qui se fait en Guadeloupe pour lutter contre ce phénomène. Et puis, on va surtout annoncer aussi le lancement du diplôme universitaire. Nous avons donc mis en place un diplôme universitaire donc avec l'INSPE qui permet donc de former aujourd'hui des formateurs pour repérer les situations, prévenir et traiter donc les situations d'illettrisme. Donc il va y avoir une conférence qui sera particulièrement dédiée à l'ensemble des professionnels, puisque aujourd'hui tous ceux qui accompagnent les demandeurs d'emploi, tous ceux qui accompagnent les seniors, même les jeunes parents, peuvent se former à détecter ce phénomène pour qu'on puisse tenter de le faire reculer. Nous aurons aussi une conférence, j'ai envie de dire aux professionnels, très intéressante et elle sera interactive, c'est ça qui sera vraiment intéressant, sur la posture des acteurs aujourd'hui qui font de l'accompagnement des publics en difficulté. Nous savons que les freins ont beaucoup évolué. On a des choses nouvelles qu'on rencontre quand on accompagne les publics aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Et ça nécessite qu'on revienne aussi sur les postures de ces professionnels et qu'on en débatte ensemble. Autre point important, nous avons aujourd'hui une offre de services pour l'accompagnement social et l'accompagnement socio-pro des publics en insertion qui est conséquente sur le territoire. On fait beaucoup de choses. Les associations agissent, nous-mêmes, les pouvoirs publics, nous agissons. Et nous allons présenter donc un outil qui permettra aux professionnels, ça s'appelle l'outil DORA, de savoir où sont aujourd'hui les offres d'accompagnement socio-professionnel sur le territoire. Donc il va y avoir une conférence autour de ça. Et puis surtout, on va lancer quelque chose de très important. C'est un outil pour lutter contre les freins à la mobilité qui est l'agence de location solidaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'agence de location solidaire, c'est une agence qui va ouvrir, qui s'appelle Mobilisi. Donc, on en parlera lundi aussi avec l'un des responsables. Ça permettra donc aux demandeurs d'emploi qui reprennent une activité, aux allocataires du RSA, aux jeunes apprentis, notamment qui ont des difficultés de circulation sur le territoire, de bénéficier donc d'un véhicule à tarif très réduit et qui leur permet donc de... quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. J'imagine, je prends par exemple quelqu'un qui habite, allez, on va prendre vieux habitants, et qui veut venir à Jarry pour discuter avec un futur employeur. Comment ça se passe? Alors, ça, c'est pas la même chose. Là, la cible, on va vraiment s'adresser à ceux qui rentrent par exemple dans un emploi aidé, qui rentrent dans une action d'insertion, dans une SIAE par exemple, une structure d'insertion par l'activité. Ceux qui auront décroché le premier sésame de l'emploi pourront être accompagnés dans le cadre de ces locations solidaires, donc par des véhicules qui seront mis en place. On vous expliquera ça plus largement lundi et ça sera donc inauguré le premier jour du salon. On ne va pas déflorer le sujet totalement. Bon. Et puis, il faut quand même aussi que je dise qu'au-delà des conférences et des tables rondes, il y aura beaucoup d'ateliers qui seront mis en place par les professionnels de France Travail, de la mission locale, du Cap Emploi, autour du numérique, puisque le salon a pour thématique la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Donc, dans ces ateliers, nous allons aussi avoir des professionnels et notamment les conseillers numériques qui sont un petit peu partout sur le territoire, qui accompagnent les populations comme les demandeurs d'emploi ou les allocataires du RSA à se mettre à jour, à appréhender l'outil informatique, à appréhender les applications mobiles. Donc, ils seront là aussi pour montrer aux professionnels ce qui existe de façon à que eux soient des relais après auprès de ces publics. Donc, une offre très conséquente. Le jeudi 6, nous attendons tous les professionnels vraiment de ces secteurs de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'inclusion. Cette journée leur est dédiée vraiment exclusivement. J'espère qu'ils ont entendu et qu'ils seront nombreux. Solidarité, cohésion sociale et inclusion à partir du 5 décembre. C'est ça réservé aux professionnels. Un dernier mot? Venez tous, on vous attend justement, comme je disais avant-hier, pour transformer l'inclusion en action. Alors venez pour que nous puissions avancer tous ensemble. Bon, Kevin, voilà, il est déjà 13h50. On va passer tout de suite, on va partir avec notre chronique en fin de manique et on va changer générique. C'est parti. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois
à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur son épaule. Vanick, on est bien content de te revoir. Et aujourd'hui, c'est toi l'histoire. Aujourd'hui, c'est moi l'histoire, mais avant cela, j'aimerais quand même rebondir sur ce qui a été dit. C'est vrai que, en tant que psychologue, je m'inscris vraiment dans ce processus d'inclusion et Une Voix, une Histoire sera présente parmi les stands de professionnels, puisque on s'inscrit, en tout cas au-delà de l'application aujourd'hui, on s'inscrit vraiment dans l'apprentissage de la lecture et la lutte contre l'électrolytisme, puisqu'on utilise une application. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par ces formations, par le bagage et les contacts, le réseau qu'on a, je suis en train de travailler justement sur une structure et ça sera l'occasion donc également de la présenter et de montrer ce qu'on est capable de faire chez nous. Welcome. Welcome. Donc de retour, oui, c'est vrai que j'étais partie un bon petit moment. Parce qu'Une Voix, une Histoire continue de grandir. Une Voix, une Histoire fait son petit bonhomme de chemin. Donc déjà, on est parti à la Nouvelle-Orléans. Oui, carrément. Carrément. Avec les éditions d'Aigues-Marron. On était invités par les éditions d'Aigues-Marron. Il a dit ça hier, il était là ici. Il était là. Il était là, il nous a rappelé ça. Il a rappelé. Donc c'est vrai que c'était l'occasion, une nouvelle fois, puisque c'était la deuxième fois cette année, de rencontrer cette fois-ci des scolaires, mais dans le cadre de la francophonie. Et ce qui est intéressant, et c'est cette dynamique-là que j'aime bien, c'est-à-dire la francophonie sous le prisme de nos littératures caribéennes. Parce que c'est une francophonie particulière. Voilà. Et c'était intéressant de pouvoir échanger avec les enfants sur des textes qui sembleraient non accessibles et auxquels ils ont fortement adhéré. Donc, alors comment ça s'est passé globalement? Globalement, alors un retour très très positif avec de nouvelles invitations. On espère vous revoir. Et c'est vrai que et la volonté aussi de partenariat avec nos universités, puisqu'on a été invité à rencontrer des étudiants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Louisiane, c'est 3 heures, 4 heures. Voilà, c'est juste derrière, en fait. C'est vraiment tout près. Ouais. Et ça donne même envie de se dire que, pourquoi nos enfants, ils n'iraient pas plutôt là. C'est pas plus loin en termes d'horaire que Miami, finalement. Non, c'est pas plus loin. Non. On a 2 heures de décalage, Miami c'est 1 heure. 1 heure, ouais, d'accord. Quand même. Donc oui, c'est vraiment une belle occasion, un beau moment, et je crois que j'invite à tout à chacun qui aurait l'occasion de pouvoir se déplacer sur la Louisiane, de voir à quel point ils sont proches aussi de notre culture. Le Cajun, pour moi, c'est de la créole food. Bien sûr, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Ils cuisinent comme nous, ils mangent comme nous, et ça, c'est juste extraordinaire. Donc là, on peut voir effectivement tous ces enfants qui ont participé à ces ateliers autour du livre audio. Et l'un des retours aussi, c'est-à-dire que tant qu'on ne le voit pas en application, le livre audio, on ne se rend pas compte de la portée et de voir comment les élèves étaient en mesure de pouvoir comprendre une histoire parce que isolé finalement du bruit extérieur et vraiment concentré sur l'histoire et cette participation. Donc je remercie vraiment les éditions d'Aigues-Marron qui ont permis ce déplacement à nouveau là-bas. Et comment les enfants réagissent par rapport aux contes qui sont d'origine guadeloupéenne ou autre? Alors, ils réagissent très très bien, ils sont très curieux. Ils entrent dedans. Oui, ils rentrent dedans. Alors, il y a une façon de les faire rentrer dedans. Là, par exemple, c'était le conte de Gros ventre, grand gale et jambes fines. Oui. Donc, leur rappeler quand même que, voilà, sur nos territoires, on aime bien les surnoms. Et de leur demander aussi à eux, déjà, s'ils ont des surnoms. Et donc, ça permet de faire le comparatif et de se rendre compte qu'effectivement, le surnom, c'est lié à une caractéristique physique ou un accident ou autre. Et progressivement, voilà, les amener à rentrer dans l'histoire. Moi, c'est vrai que je fais toujours un découpage avant de rentrer dans la globalité de l'histoire pour qu'ils puissent la comprendre. Il y a eu beaucoup de questionnements aussi sur comment nos jeunes vivent sur une île. Parce que, par exemple, on est allé sur un campus où le campus peut accueillir 300 000 personnes jour de match. Un campus. C'est-à-dire la Guadeloupe. Combien? 300 000 personnes. 300 000 personnes dans un campus, oui.
Voilà. Et la question, c'est comment on fait pour vivre sur une île? Comment un jeune grandit sur une île? Est-ce que c'est fun? Est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à faire? Donc oui, on parle de la plage, etc. Et qu'effectivement, il y a à peu près les mêmes activités, pas à la même échelle. Mais oui, c'est énorme. 300 000 dans un campus. L'université accueille 30 000 étudiants. Et on sent quand même à Nouvelle-Orléans... Je te pose la question, j'ai ta réponse. L'influence quand même du créole, de ceux qui en restent. Bien sûr. Oui. Et elle n'est pas... Cette influence-là, elle n'est pas réservée aux Noirs. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Elle n'est pas coloriste. Non, pas du tout. Alors là, tout le monde se l'approprie parce que finalement, ça fait partie de leur histoire, de leur culture même. Tout le monde mange épicé. Personne n'est surpris lorsqu'on demande du piment. Au contraire, c'est tout à fait normal. Non, tout le monde le vit et tout le monde le vit bien. Après, il y a des imbéciles partout. Le racisme est là où il doit être. Mais voilà, on a vraiment une population qui connaît son histoire, qui se la réapproprie. On a été visiter des archives départementales où ils ont découvert des bons de circulation d'esclaves. Ça existe encore. Ça existe, ils les ont retrouvés. Ils sont en cours de réhabilitation. C'est écrit en français. En français? Oui, en français, où il y a le nom de l'esclave. La France a oui, ils y étaient. Et d'où il peut aller, etc. C'est quand tu as des gens passionnés qui te racontent ça et qui finalement n'ont pas la même couleur de peau que toi, mais qui sont aussi passionnés que toi par cette histoire-là et parce qu'il faut la rendre vivante et qu'il faut absolument qu'on la connaisse, tu te dis juste, t'as de l'espoir pour le monde, quoi. D'accord. Alors, une dernière chose, au début, là, tu as parlé de ce petit trophée. Oui. Oui, alors, raconte l'histoire. L'histoire. Donc, après le Be A Boss national, où je finis au pied du podium, 4e sur 600 quand même, je m'étais inscrite à un concours qui s'appelle le concours Innovation Outre-mer. Et en fait, tout se suit. C'est-à-dire que je reçois la réponse que je suis demi-finaliste, ensuite je reçois la réponse que je suis finaliste, et tout de suite après la Nouvelle-Orléans, je fais une escale de 24 heures en Guadeloupe, et je repars, parce qu'il faut repartir. Je me souviens. À Paris. Oui, effectivement. Donc il faut repartir à Paris, et toute une semaine, donc avec Innova, la Technopole Innova de Guadeloupe, qui effectivement nous organise des rencontres. Là, je revois la ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, où nous sommes invités d'honneur l'année prochaine. Vraiment des contacts vraiment formels et informels. Et à l'issue de cette semaine, je reçois ce trophée pour le travail effectué. En tout cas, pour ce qu'est la maison d'édition. Pas pour le travail, mais pour ce qu'elle représente en termes d'innovation, en termes de voix pour nos littératures et pour montrer que voilà, chez nous aussi, on est capable de faire. Il faut savoir qu'on était 12, on était la plus grosse délégation, 12 candidats retenus finalistes, et on est aussi la plus grande délégation à revenir avec des trophées, puisqu'on est 5 à revenir sur 8 prix. C'est un carton plein. Bravo. Et c'est sûrement pas fini. Non, c'est pas fini. Il y a les Caribbean Innovation Days. Mais qui commence la semaine prochaine. La semaine prochaine, tout à fait. Je suis inscrite dessus. Oui, je suis dessus aussi. Bon. Bien. merci en tout cas pour ce... Non, mais tu sais, en fait, pour nous, là, je suis très content de le dire parce que on se dit souvent, pas ni rien qu'à fait en Guadeloupe, etc. Et bien voilà, une jeune qui s'est lancée dans l'audio libre, l'audiobook, comme je dis, et qui arrive au niveau international, c'est ça? Oui, on a signé avec Spotify. Oui. Voilà, là aussi, c'était la grande surprise. Après que Spotify ait signé avec les grandes maisons d'édition françaises, il était hors de question que je laisse ça passer. Ah ben non. Donc un petit mail, une réponse après 2 semaines. Et effectivement, aujourd'hui, encore ce matin, très tôt, à 6h30, j'étais en ligne avec eux, en réunion. Et voilà, donc on pourra retrouver une visibilité pour nos auteurs auprès de 240 millions d'abonnés premium. C'est pas rien. Après Kalash, il y a une bonne histoire. J'ai posé hier la question à Didier Manette, combien d'auteurs étaient chez lui? Il m'a dit à peu près une centaine. Combien d'auteurs déjà à l'audiobook? Pareil, aujourd'hui, un peu plus d'une centaine, parce qu'on a aussi ce courant sur la région Afrique. Donc oui, aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine d'auteurs sur la plateforme, et ça ne cesse d'augmenter, puisque voilà, avec cette visibilité que je vais offrir, c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est la plateforme des littératures noires et des littératures afro-caribéennes, indiennes aussi, puisqu'encore une fois, nous ne sommes pas qu'afro-caribéens. Nous sommes caribéens. Merci pour tout ce que tu fais pour la Guadeloupe. Merci d'être aux ZCL et de venir nous raconter ça. Merci de me faire confiance. On continuera. Voilà, il est exactement 14h. On n'a pas le temps de faire un dernier sujet, non? Oui ou non?
Oui, on essaie quand même. Alors, c'est l'inauguration du musée virtuel Microfolie du Moule. C'est un reportage d'Olivier Félix, très rapidement. Ça fait quelques mois avec la commune et la Villette que nous travaillons sur ce projet et nous avions hâte qu'il puisse être ouvert à la population. Et comme nous l'avons vu en visitant l'équipement, nous sommes maintenant dotés d'un équipement qui, d'ailleurs pour l'ensemble de la population est bien au-delà de l'agglomération du Moule, et complet en matière d'offres numériques et d'approches ludiques du monde de l'art. Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une idée qui a germé depuis plus de 3 ans et qui aujourd'hui voit le jour. Et moi-même, je me rends compte en visitant la microfolie que l'équipe de la bibliothèque et la commission des affaires culturelles et Madame Sermonceau qui est là, l'adjointe au maire chargée des affaires culturelles, ils ont fait du bon travail. Et pour nos enfants, c'est aussi une très bonne chose parce que ça leur permet de venir ici, de s'ouvrir aux autres et de prendre aussi des autres pour pouvoir se former et être de bons citoyens. L'idée en fait derrière cette création du réseau Microfolie, c'était de démocratiser la culture. Qu'est-ce qu'on entend par démocratiser la culture, pardon ? C'est tout simplement d'aller vers les habitants, d'aller vers les scolaires, d'aller vers des publics qui n'ont pas d'offres de proximité comme on peut l'entendre, et aussi de créer ce lien entre des publics et des œuvres pour que des curiosités et des questions s'éveillent et que chacun et chacune puisse se saisir des œuvres à sa façon grâce au biais du numérique. Nous apportons pour nos enfants beaucoup d'ouverture, ils vont se l'approprier et vous avez entendu, oui c'est vrai, ils vont découvrir les arts de l'autre côté, mais ils vont découvrir aussi les arts, la culture de la Guadeloupe et aussi du monde caribéen. Nous sommes heureux, je vois le collègue Bardaï qui est le président de la communauté d'Aglo, nous avons déjà fusionné nos bibliothèques et maintenant ça sera un plus pour tous les jeunes et même les personnes âgées de la communauté du Nord Grande Terre. Le numérique a une facilité de proximité puisqu'on a directement accès à. Il y a une facilité aussi d'accès puisque la microfolie est gratuite. Et l'équipement que vous retrouverez à la médiathèque de Le Moule va vraiment permettre d'ouvrir les horizons culturels. Qui dit numérique ne dit pas non plus absence de relations humaines, et l'équipe de la médiathèque de Le Moule fera extrêmement bien le lien entre des œuvres numérisées et des savoirs, puisque sans médiation, le musée est à moitié amputé. Donc le gros avantage que vous retrouverez sur la microfolie de Le Moule, ce sera d'avoir des équipements de pointe avec des équipes extrêmement dynamiques pour créer une programmation à destination des habitants. J'imagine que c'est un marché pour toi, ça. J'y suis déjà. Ah, bon, j'étais là, on n'a pas vu, mais j'étais assise. J'étais à l'inauguration. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est ce soir à partir de 18h30, l'espace 2.0. Sinon, on a reçu, comme tous les vendredis désormais dans notre boucantage médiatique, on a reçu Jacques Dancal, rédacteur en chef de Nouvelle Semaine. On a reçu aussi Olivier Lancin, journaliste de Guadeloupe Première. Et cette fois-ci, la rédactrice de France Antilles, Nathalie Dinan. On a fait un tour de l'actualité en Guadeloupe et à l'étranger. Et puis on a terminé avec Madame Romuald et Madame Manik Siartiteka. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous ce soir. Pas oublier ça, si c'est pour un ticket. En tout cas, c'est Yann des tickets encore. Et on pourra se retrouver dans le ZCL, mais ce soir, in night. Voilà. Ciao, bye bye, à demain.